Salut Arthur, Salut Mickaël. comment ça va? Bah super. Et toi, merci beaucoup pour ton invitation. C'est très sympa. Avec plaisir. Bienvenue dans Click, le podcast qui décrypte les stratégies des éditeurs de sites, de la monétisation et du SEO. Et ben merci pour encore une fois, merci pour l'invitation et très content d'être là. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux en dire un peu plus sur qui tu es? Ok, je vais essayer de faire relativement court. Je suis Arthur Villecourt, je suis éditeur de site depuis 2013. Donc ça fait un bon moment. En 2014, je me suis expatrié sur Malte où j'ai eu pendant 4 ans avec 3 autres associés une boîte spécialisée dans l'édition de sites plein pot. Et à l'époque, on montait globalement des sites à l'appel qu'on monétisait directement. Au sein de laquelle on a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires en affiliation uniquement. Je suis revenu pour le coup de cet épisode entrepreneurial en France en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu une petite période de ma vie où je me suis plus concentré sur tout ce qui est streaming, notamment de jeux vidéo en direct sur des plateformes comme Twitch.tv, par exemple. Donc, cette période de ma vie a duré 2 ans et demi. Et je suis revenu à l'édition de site après cette période-là. Et ça fait depuis maintenant plus de 3 ans, enfin 2 ans et demi aussi d'ailleurs, que je suis l'un des co-animateurs et fondateurs du podcast, le Wizards Podcast, où on parle d'édition de site tous les jeudis à midi. Enfin, d'édition de site et de plein d'autres business web d'ailleurs. C'est un peu plus large que ça, mais c'est l'un de nos sujets, puisqu'on est tous les trois très concernés par le sujet, et on est trois du coup sur ce podcast avec Anthony et Franck. Et je suis, pour finir, également le cofondateur d'un SaaS de détection d'intelligence artificielle qui s'appelle lucide.ai. Et il arrive bientôt le 3 mars, également d'un SaaS de rédaction alimenté par intelligence artificielle qui s'appelle wisewand.ai. Voilà, comme ça, on a fait à peu près le tour, je pense. Ok, ça fait un paquet d'expériences du coup. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'un peu mieux comprendre en fait les impacts que peut avoir l'intelligence artificielle sur le métier d'édition web. Je pense que tout le monde commence déjà à en sentir les impacts, mais on commence à peine à voir à quel point ça va chambouler nos workflows. Et en fait, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que tu as non seulement la casquette de production de contenu, mais également la casquette de détection de contenu IA. Donc, tu comprends bien en fait qu'est-ce qui différencie un contenu IA d'un contenu rédactionnel traditionnel. Et d'ailleurs, c'est un peu ma première question, parce que du coup, tu as un SaaS qui sert à ça. Comment tu fais aujourd'hui pour différencier un contenu qui a été créé par une intelligence artificielle par rapport à un contenu rédactionnel traditionnel? Alors, il y a plusieurs patterns aujourd'hui pour faire ça. Je vais aller m'épauler parce que j'ai fait une petite vidéo pour les différents points, parce que sur toute la partie technique, c'est pas moi qui suis derrière Lucide, mais c'est le développeur avec qui je suis associé. Mais aujourd'hui, on a différents axes pour détecter l'intelligence artificielle. Le premier, c'est en effet des patterns que certains sont d'ailleurs identifiables à l'œil nu pour les gens qui font beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a certains mots qui reviennent avec de la récurrence. L'IA, on le sait par exemple, a tendance sur des titres à faire de ce qu'on appelle de l'écriture en dromadaire, donc c'est-à-dire mettre les capitales au début de chaque mot pour avoir un titre un peu plus impactant, plus lisible, etc. L'IA, de manière générale, et les différents modèles ont certaines habitudes. Ça, c'est vraiment la surface. Ça peut aussi être la ponctuation, ça peut être aussi la manière dont est construit le texte en général. Il y a plein de petits paramètres assez simples. Et aujourd'hui, quand vous tapez détecteur d'IA sur Google, vous avez soit des détecteurs qui sont complètement bullshit et donc qui vont uniquement utiliser ces paramètres-là pour identifier si un contenu est un contenu généré par IA ou pas, voire même vous donner des résultats complètement random sur ce sujet de la détection d'intelligence artificielle. Là où les détecteurs payants, comme c'est le cas de Lucide, vont un peu plus loin, c'est que nous, du coup, on a si tu veux, un LLM derrière qui est alimenté avec du contenu à la fois humain, à la fois du contenu généré par IA, du mix des deux, etc. Et on a un modèle en fait qui est directement entraîné pour pouvoir détecter si un contenu est oui ou non. Enfin, tu vois, le modèle, lui, va pouvoir décider, bah, ce contenu-là, c'est de l'IA parce que j'en ai vu
une pelletée avant et que c'est ce qu'il me semble, quoi. Voilà, grosso modo. Et il y a vraiment plusieurs facteurs de détection qui rentrent en compte. Mais le gros plus et on n'est pas les seuls à le faire, hein, c'est pour ça que j'inclus certains de mes concurrents dans le lot sans aucun problème. Le gros plus de Lucid, c'est cette brique LLM qui se rajoute en plus de la brique pattern de base ou un peu moins de base, mais qui va être checké au départ. Donc, ça peut être certains mots, etc. Et on le sait aujourd'hui, l'IA utilise, certains mots viennent après d'autres. Et pour casser ces patterns de rédaction IA, puisqu'on est aussi tout à fait capable de le faire, et je pense que c'est très logique et bien qu'on en parle. Déjà, première chose, même si je suis propriétaire d'un tool de détection d'IA, je ne considère pas qu'aujourd'hui Google pénalise le contenu IA. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais vous dire, oh là là, surtout vérifiez que votre contenu ne soit pas détecté, sinon vous n'allez pas vous positionner, sinon vous n'allez pas ranker. Pour moi, c'est deux choses qui sont... on peut avoir du contenu qui est complètement grillé, flag IA, et pour autant, c'est du contenu qui apporte une vraie réponse à une intention de recherche, et c'est du contenu de qualité qui va se positionner, donc aucun problème. Et on peut avoir du contenu soit qui a été complètement rédigé par un humain, soit qui est un contenu rédigé par IA, qui n'est pas identifié comme tel parce qu'on a cassé tous les patterns. Et aujourd'hui, je le dis aussi, mais c'est complètement possible. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Un contenu qui a vraiment été écrit par une IA peut tout à fait, avec différents moyens, des prompts très avancés, de la réécriture, etc., passer pour un contenu humain. Par contre, un contenu qui est réellement écrit par un humain, j'ai vu jusqu'à maintenant en 2 ans d'activité, enfin 2 ans, pas encore, 1 an et demi d'activité sur Lucid, je crois que j'ai vu une fois où il y a eu le cas du faux positif, et très franchement, en relisant le texte, c'était mal écrit. Il y avait ce côté très redondant d'un texte classique ChatGPT. Donc, en supposant que ça ait été rédigé vraiment par un humain, si tu veux, les faux positifs sont pas beaucoup dans l'autre sens, quoi. Il y a très peu de contenus qui ont été écrits par un humain qui vont passer pour du contenu IA. Par contre, il y a pas mal de contenus qui ont été bien promptés, bien amenés, qui sont détectés comme du contenu humain alors qu'ils ont été écrits par une IA. Ça, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Et d'ailleurs, on a pas mal d'utilisateurs de notre SaaS aujourd'hui qui utilisent Lucid pour vérifier la qualité des prompts, la qualité de la sortie générée. Enfin, tu vois, plus dans ce sens-là, quoi. Pas nécessairement pour dire, Google n'y verra que du feu parce que Google s'en fout. Mais plus parce que ça va permettre de voir à quel point le texte a été humanisé, à quel point il va sembler en tout cas de qualité en sortie pour les gens qui vont le lire, en fait. On peut utiliser ton outil pour, quand on est éditeur de site et qu'on veut créer du contenu via IA, simplement savoir si le contenu généré est de mauvaise qualité. Oui, après, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que ça va pas nécessairement... C'est pas parce qu'un contenu sort IA qu'il est de mauvaise qualité, qu'il ne rank pas. On peut tout à fait avoir un contenu qui répond à l'intention et qui pourtant est assez chronophage et va en effet pas aller chercher très loin sur ce côté humanisation. Mais il y a des fois où c'est pas nécessairement nécessaire. Donc encore une fois, l'objectif, c'est vraiment pas de faire passer le message où vous avez un besoin d'un contenu avec un bon score sur les détecteurs pour considérer que c'est un bon contenu. Je pense qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ont l'habitude d'utiliser l'IA et qui s'en sortent très bien sans se soucier de toutes ces problématiques-là. Par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui vont aller juger de leur prompt en allant le faire passer sur un détecteur comme Lucid et se dire, voilà, mon prompt aujourd'hui, si ce même prompt de rédaction, je le mets 20 fois, voilà les 20 sorties que j'ai sur différents sujets. Si je les passe tous dans un outil comme Lucid, comment Lucid interprète cette sortie. Et si cette sortie est interprétée de manière plutôt humaine, généralement, les éditeurs de sites derrière sont relativement contents parce qu'ils ont fait du bon boulot sur leur prompt. Parce qu'en réalité, c'est pas si facile de bypass les détecteurs, en tout cas de manière régulière avec un prompt, quoi. Du coup, tu as dû en voir passer un sacré paquet des sites qui utilisent du contenu AI pour soit vendre du produit en affiliation, soit créer du contenu de manière générale. Comment ils s'en sortent sur Google, ces sites aujourd'hui? Eh ben, de mieux en mieux, en réalité, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune différence entre un contenu rédigé, je vais peut-être un peu loin dans ce que j'affirme, mais entre un contenu rédigé par un bon rédacteur sur un sujet, qui va peut-être mettre, on va prendre un contenu de 1000 mots, qui va peut-être mettre 1 heure et demie à rédiger un bon contenu ou 2 heures à rédiger un bon contenu avec des recherches, etc. Et
un rédacteur qui, de base, n'est pas spécialement quelqu'un de particulièrement bon en rédaction, comme moi, par exemple, mais qui va utiliser l'IA pour booster son contenu, aller faire des recherches facilement avec des outils comme Perplexity. Et en fait, peut-être qu'à la place d'écrire ça en 2 heures, moi, en 45 minutes ou en 1 heure avec l'IA, je vais pouvoir faire un contenu ultra quali, qui sera un contenu rédigé par IA, mais je l'aurai piloté à tel point qu'il va surperformer le contenu d'un rédacteur humain, quoi, qui va vraiment aller faire ses recherches à la main et qui va vraiment mettre du style et tout ce qu'il faut dans son contenu. Donc, je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, il est là. Et du coup, pour te répondre, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de sites qui utilisent l'IA. Et je pense que il y a de ça, ce qui est rigolo, c'est que nous, on a un petit peu l'historique avec le Wizards Podcast, où quand on a commencé le podcast il y a 2 ans et demi, tu reprends les épisodes, on n'est pas très clément avec l'IA. On dit que c'est un raccourci, que pour le moment, ça fonctionne pas, que avoir des sites de manière vraiment automatique, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si on avait des modèles comme GPT 3.5 qui étaient très bluffants, quand on a connu comme moi et comme toi, peut-être aussi, Michael, le moment où quand on faisait un peu de black hat en SEO, on faisait de la bouillie. On faisait de la bouillie de texte, ça n'avait aucun sens. On mettait des mots par-dessus des mots. Mais en fait, à l'époque, ça suffisait et c'était notre manière ou alors on faisait du content spinning, qui était une autre méthode pour générer divers contenus. Là, quand 3.5 est arrivé, que ChatGPT est arrivé quelques mois après et que tout le monde a découvert ça, c'était hallucinant et ça ouvrait plein de portes, mais il y a aussi beaucoup de contenus très plats qui sont sortis et Google leur a pas mal tapé sur les doigts parce qu'ils ne répondaient pas à l'intention. Il y avait vraiment cette question d'intention avec Chrome qui rentre en jeu aujourd'hui et qui permet d'analyser sur un site comment réagit l'utilisateur à une page, à un contenu. Et donc, en étant complètement hors intention, ce qui était vraiment le cas de 99% des contenus générés avec IA, où il n'y avait pas vraiment de réflexion derrière, mais juste on publiait typiquement les sites d'édition en vente de liens purs. C'est ça, et c'est toujours ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est des contenus qui, voilà, on met un mot-clé, boum, ça génère un article automatique avec l'IA, on le met en ligne, on met un lien dedans ou pas, et en fait, c'est des trucs qui rankent jamais ou qui rankent en page 8, donc autant te dire que ça sert à rien. Et à terme, en fait, c'est sur cette volumétrie-là de contenu peu qualitatif généré par IA que Google peut être derrière va taper sur les doigts des éditeurs. Mais voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font leur contenu au moins partiellement avec l'IA. Et c'est devenu une norme, quoi. C'est une réalité. Et d'ailleurs, les rédacteurs, moi, je passais par des rédacteurs à Madagascar et au Bénin. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Je pense que malheureusement pour eux, je pense que c'est des gens qui se réinventent aujourd'hui sur d'autres métiers, d'autres choses, mais la rédaction offshore, je ne vois pas dans quel monde c'est encore utile, à part si on a formé ces rédacteurs à l'IA pour faire du bon contenu avec l'IA. Mais ça soulève un sujet. La tentation financière pour un média, en fait, elle est trop grande. Si tu veux, nous, avant, on publiait un article disons qu'on commandait un article de 5000 mots, ça nous coûtait 300 euros. Aujourd'hui, ça nous coûte 3 euros. Et je vois pas quel média, devant un tel dilemme de prix, peut encore, tu vois, choisir de produire des contenus à 300 euros quand ils ont des concurrents qui en publient à la chaîne et ça leur coûte rien. Donc, il y a un problème aussi de tentation. Mais comme tu dis, aujourd'hui, tu es quand même obligé de faire une vraie recherche sur ton contenu, tu vois, et les intelligences artificielles ne sont pas encore capables de le faire correctement. Mais demain, avec les agents, tu vas simplement donner ton topic. Et en fait, ChatGPT va te produire un contenu qui sera meilleur qu'un très bon rédacteur. Et tu as un vrai problème, en fait, de quantité de contenu qui va être produit. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, en fait. On le voit, hein, il y a, je ne sais plus quel média a fait une étude récemment sur plusieurs milliers de faux sites médias qui se sont créés avec du contenu 100% intelligence artificielle. Et en fait, ces contenus se positionnaient hyper bien, notamment sur Google Discover. Et en fait, comment un média traditionnel peut lutter contre une telle quantité de contenu qui est créé sur d'autres médias? Tu peux pas, tu t'adaptes. T'es obligé de t'adapter.
Et en effet, l'IA va devenir de plus en plus omniprésente et puis est déjà omniprésente et elle deviendra et encore plus dans le monde de l'édition. Et je pense on est obligé de prendre le coche. Mais toute la nuance, c'est de comprendre, si tu veux, que c'est pas un raccourci. En fait, l'IA enfin, c'est un raccourci colossal, si, mais c'est pas une fin en soi. Et comme tu le dis, le contenu vraiment 100% automatique, même si on y viendra, et c'est notamment ce qu'on essaie de construire avec notre nouveau SaaS WiseWand, c'est justement pour répondre à cette problématique qu'aujourd'hui, un contenu automatique, que ça soit sur Google, sur ChatGPT ou sur des SaaS, que ça soit anglophone ou francophone, il va rarement chercher la vraie data, il va rarement chercher l'intention de recherche, il va rarement chercher à comprendre vraiment tout ce que Google attend concrètement pour considérer un contenu de qualité. Et surtout, si Google l'attend, c'est que les utilisateurs l'attendent. Donc, quand il y a je sais pas, moi, on peut prendre l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais quand on tape maison bretonne sur Google aujourd'hui, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir cette SERP, donc c'est cette page de résultats de recherche. Vous allez voir que dans le top 5 ou dans le top 10 même, il y a essentiellement des sites qui contiennent des images de maison bretonne. Vous ne trouverez pas une page qui se positionne sur le mot-clé maison bretonne qui a moins de 7 ou 8 images de maison bretonne. Par conséquent, l'intention de recherche derrière le mot-clé maison bretonne sur Google, c'est un site avec des images de maison bretonne. Donc aujourd'hui, vous avez beau faire le contenu le plus optimisé sémantiquement, le machin, demain vous demandez à un outil de génération d'IA de vous faire un article sur les maisons bretonnes, il ne rankera jamais. Et vous envoyez un mauvais signal à Google en mettant une page sur votre site avec 1000 mots sur les maisons bretonnes, l'histoire des maisons bretonnes, je sais pas quoi. Google s'en fout. Google veut des images de maisons bretonnes parce que les utilisateurs, quand ils tapent aujourd'hui maisons bretonnes, ils veulent voir des maisons bretonnes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Google aujourd'hui, il est devenu de plus en plus, comment dire, demandant et il va vraiment pas hésiter. Et c'est en partie à cause de tout ce contenu IA de masse, mais il va pas hésiter à taper sur les doigts des éditeurs et à réduire aussi, on l'a remarqué, ce qu'on appelle le crawl budget. C'est-à-dire que Google aujourd'hui alloue un budget pour envoyer ces robots sur un site. Donc, si le site a la confiance de Google, si le site a un petit peu d'historique, etc., et d'ancienneté, Google va faire crawler le site en question plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, plusieurs fois par minute même. Mais si parallèlement, si de l'autre côté, vous avez un site qui, pour le coup, n'a pas encore la confiance de Google ou qui, au contraire, n'a pas particulièrement Google dans la poche parce qu'il a remarqué que votre contenu était un peu à côté de la plaque à de nombreuses reprises, là, pour le coup, il va réduire le crawl budget, ce qui entraîne des soucis d'indexation. Et là, on le voit ces dernières années aussi, l'indexation, c'est de plus en plus galère. Et c'est lié, enfin, si Google devait indexer aujourd'hui toutes les daubes que pond l'IA à longueur de journée et tout ce que les éditeurs mettent en ligne sur leur site, on ne serait pas, en termes de budget, pour le coup, ça serait compliqué pour eux. Donc, ils doivent répondre, à mon sens, à cette problématique en étant regardants sur ces questions d'intention. Donc oui, en effet, là, le vrai challenge aujourd'hui, que ça soit pour notre futur outil de rédaction IA, mais pour, j'imagine, nos concurrents et les gens qui veulent vraiment automatiser du contenu avec l'intelligence artificielle, c'est de réussir à implémenter ce type d'agent dont tu parlais, Michael, qui va être capable d'aller analyser une SERP et de vraiment comprendre ce qui compose un résultat de recherche et de dire, voilà, sur tel résultat, il nous faut telle data, il nous faut tant de mots, tant d'images, il faut telle réponse à telle question. Enfin voilà, c'est vraiment, et ça pour le coup, l'IA de manière complètement autonome ou un chat GPT plugué au truc, il n'est pas capable aujourd'hui d'aller aussi loin dans l'analyse et donc de manière automatique, c'est pas possible. Par contre, en ayant un vrai humain derrière qui est formé à l'IA, là, ça permet en effet d'accélérer de manière conséquente. Je sais pas si tu as suivi récemment, tu as les deux mecs de Authority Hacker qui ont indiqué qu'ils arrêtaient d'utiliser WordPress. Et à l'origine, ils indiquaient qu'ils arrêtaient d'utiliser WordPress. Donc Authority Hacker, c'est une grosse chaîne YouTube dédiée au Avec SEO, à l'affiliation. Gaël Breton et son associé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est Exactement. français, mais il communique en anglais.
Et du coup, Gaël Breton disait, on va arrêter d'utiliser WordPress parce que techniquement, c'est devenu très lourd. On va passer sur nos projets sur Webflow. Mais en fait, ils ont eu une réflexion encore plus poussée en disant, mais de toute façon, le format blog, il est en train de mourir parce que les gens ont plus envie de lire des contenus rédactionnels. Ils ont plus confiance. Et en fait, les gens vont se diriger plutôt vers des TikTok, des Instagram, et le format blog en lui-même est en train de mourir. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Pas complètement. Moi, ce que je pense de plus en plus, c'est qu'en effet, TikTok, surtout YouTube. YouTube, Instagram, TikTok, mais moi, je suis un fervent défenseur de YouTube qui est un Eldorado colossal, surtout pour les éditeurs comme nous. Le fait de créer du contenu vidéo, c'est vraiment une très bonne idée, je pense, et de créer son audience aujourd'hui, justement, avant que les IA explosent et de se retrouver noyé sous tout ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je pense pas que les blogs soient encore en train de mourir. Par contre, ce que je pense, c'est que justement, aujourd'hui, il faut plus réfléchir édition de site comme on réfléchissait il y a quelques années. Il faut commencer par être une marque avant de partir sur l'édition. Donc, je te donne un exemple très concret. Là, on a lancé Lucide, donc le détecteur d'intelligence artificielle, il y a 1 an et demi, un peu plus peut-être maintenant. Et là, on est tout juste en train de commencer à travailler le SEO. On aurait peut-être pu commencer plus tôt. Je ne pense pas qu'on était obligé d'attendre autant. Mais si tu veux, je me suis servi de mes audiences, de mes différentes chaînes YouTube. Je me suis servi de mon podcast pour parler de Lucide et faire grandir la marque de manière assez naturelle, plus de ma proximité avec des affiliés qui poussent l'outil dans les SERP. Et donc, je n'ai pas besoin de le faire moi-même puisque les affiliés s'en occupent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur notre Google Search Console, on a une grande majorité des visites qui proviennent directement de notre nom de marque. Donc, soit Lucide, soit Lucide AI, soit Lucide avec une faute d'orthographe, mais en tout cas de notre nom de marque. Et de mon point de vue, aujourd'hui, c'est un signal qui est extrêmement puissant aux yeux de Google parce que ça permet justement de blanchir derrière beaucoup de choses, blanchir avec des guillemets, beaucoup de choses et beaucoup de stratégies qui vont suivre. Et je pense que justement, à l'époque, comme je te le disais au début de ce podcast, on lançait vraiment des sites à l'appel. On avait peut-être plusieurs centaines de sites monétisés en parallèle, avec des sites qui partaient tous les jours, avec des équipes de rédaction offshore qui charbonnaient tous les jours également. Et on pouvait se permettre de faire ça parce qu'on se faisait taper dessus par Google une fois tous les 4 ans globalement. Parce que justement, pas assez Enfin, on se prenait des filtres quoi, tous les 4 ans, plus ou moins. Là, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus régulier. Et pour moi, la manière de ne plus se prendre ces filtres-là, c'est de construire une marque. Donc, le fait d'avoir des recherches sur sa marque et d'en avoir un paquet au prorata du nombre d'entrées, si tu veux, sur le site via le biais du SEO et des différents mots-clés positionnés, c'est un excellent signal et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des techniques d'acquisition SEO plus agressives, potentiellement de mettre en place des stratégies de netlinking un peu plus agressives que si on le faisait tout progressivement. On pourrait par exemple on pourrait faire du PBN aussi, du Private Blog Network pour pousser de manière agressive nos pages. Je pense qu'en fait aujourd'hui on a Google dans la poche entre guillemets et que maintenant qu'on est une marque existante à ses yeux, on peut faire beaucoup de choses. Et on l'a vu d'ailleurs par le passé, il y a pas mal de gros sites e-commerce français qui ont été précurseurs sur ces stratégies très agressives, notamment Black Hat, sur des stratégies de PBN, etc. Ils ne se posaient pas du tout la question de savoir s'ils allaient se faire taper dessus par Google parce qu'en fait, c'était une marque d'autorité. Et par conséquent, ils peuvent se permettre d'aller beaucoup plus loin et de prendre des risques qui n'en sont pas vraiment. Alors qu'en tant que petit éditeur, quand on a un petit monécite sur un sujet, là, pour le coup, le moindre truc qui sort un peu du SEO white hat naturel avec d'énormes guillemets, c'est tout de suite un peu plus risqué, quoi. Tu veux dire que le blog est pas en train de mourir, mais peut-être que le blog faceless, lui, est en train de mourir. Ouais, Le blog sans marque. ouais, mais l'édition de site au sens large pour moi. L'édition de site au sens large, sans marque, sans ce qu'on appelle les EAT, hein, sans
preuve sociale derrière. Et c'est pas juste. Il y a notamment certains sites d'affiliation, dont un, j'ai oublié le nom, mais qui faisait vraiment bien les choses. Où tu vois, ils testaient des aspirateurs, puis à chaque fois, ils mettaient une petite photo avec un t-shirt, avec le nom du site sur le t-shirt et la personne qui teste l'aspirateur. Enfin, comme tu vois, pour prouver qu'il y a vraiment eu un vrai test, un vrai truc et qui poussait l'expérience. Et c'est une bonne chose de le faire. Mais pour moi, aujourd'hui, Google va plus loin. Et si leur site, par exemple, leur comparateur, n'est pas recherché directement au niveau de la marque, n'est pas une vraie entité aux yeux de Google, c'est compliqué, même si on fait les choses bien, en fait. Et je pense que de plus en plus, on tend vers ça. Et deux très bons exemples pour ça. On a notamment Finari de Mounir Lagoon. Je ne sais pas si tu connais, Michael, mais qui a une grosse chaîne YouTube. Et bon, il n'est pas nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse stratégie SEO. Je t'avoue que je n'ai même pas vérifié, mais juste la stratégie qu'il a sur YouTube est assez incroyable. Et aujourd'hui, ils ont un vrai succès avec Finari qui est en grande partie basé sur cette capacité à avoir créé du contenu sur YouTube, comme à l'époque, on pouvait le faire directement sur un site internet, sur une stratégie de contenu, sur un blog, par exemple. Bah là, aujourd'hui, c'est sur YouTube que c'est fait et c'est vraiment très, très, très efficace. Et on a sur la partie un peu plus édition, parce que c'est un très bon éditeur de site qui se trouve derrière. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est Money Radar, sur plus ou moins la même thématique d'ailleurs, avec une grosse chaîne YouTube qui tracte beaucoup d'attention, beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et un site derrière qui, lui, a justement ce côté autorité de marque, parce que c'est une vraie marque, Money Radar aujourd'hui, et qui, par conséquent, pour tous ceux qui auront la curiosité d'aller checker, peuvent se permettre d'être beaucoup plus incisifs et agressifs sur les stratégies mises en place pour se positionner dans les SERP, avec notamment des stratégies de netlinking un peu énervées et une vraie stratégie de contenu derrière. Et typiquement, pour moi, aujourd'hui, c'est la bonne manière de faire les choses. C'est de faire les choses en s'assurant d'avoir une marque et des réseaux qui poussent derrière cette marque-là. Ouais, le sujet de la marque, il est important. Par exemple, j'ai fait beaucoup de recherches sur, tu sais, la plupart des sites de comparaison de produits ont été touchés par la Google HCU, la Helpful Content Update. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches sur comment certains sites ont réussi à reprendre des couleurs à la suite de cet update. Et je pense que une des seules méthodes que j'ai trouvée intéressante, c'était celle qui consistait à acheter du lien qui, au lieu d'être du lien qui pointait vers des articles thématiques, tu vois, avant, j'allais acheter du lien, disons, box 20 qui pointe vers la catégorie box 20. Bah, à la place de ça, tu achètes des liens qui sont sur ta marque et qui pointent vers ta page d'accueil, sur le nom de ta marque. Tu vois, qui est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. En optimisation SEO, tu faisais très rarement des achats de liens avec simplement le nom de ta marque sur ta page d'accueil. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui marche parce que ce que Google veut, c'est de savoir si ton site est reconnu en tant qu'entité et si les gens reconnaissent ta marque. Et si les gens parlent de ta marque sur d'autres sites et pointent vers la page d'accueil de ton site en citant ta marque, ça veut dire que ta marque est digne de confiance. Donc, en effet, je pense que On peut aller même encore plus loin. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà essayé, Michael. C'est Stéphane Madaleno qui en parlait dans un épisode du Wizards Podcast qu'on a enregistré avec lui et avec Franck. Ils font ça tous les deux. C'est le fait de faire exactement ce que tu viens de dire. Seulement, ce que tu peux faire en plus, c'est de rajouter sur le site sur lequel tu es en train de faire ton lien, dans le title, tu rajoutes le nom de ta marque aussi. Et en fait, eux, à chaque fois qu'ils font un lien sur un site externe vers leur site à eux, ils mettent le nom de leur marque. Donc moi, ça pourrait être, tu vois, le nom de l'article lucide.ai, parce que Lucide, c'est ma marque. Et pareil, ils le font aussi sur leur page. C'est-à-dire que chacun de leurs articles de blog, par exemple, contient le nom de leur marque. Et de cette manière, tu as une espèce de volumétrie de la marque citée sur Google qui apparemment fait son petit effet sur justement cette stratégie de construction de branding. Ah, je vois. Après, ça reste des méthodes qui vont marcher sur, par exemple, des outils comme ton outil de détection de contenu IA. Cet outil ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Mais quand on parle de comparaison produit, par exemple, aujourd'hui, les gens ils font encore des recherches pour comparer les produits. Mais je vois, moi, de mon côté, mon usage, il a changé. Si je veux chercher, par exemple, quel est le meilleur aspirateur, je ne vais plus taper dans Google meilleur aspirateur et me taper 50 top 10. Je vais simplement demander ça à Perplexity ou à la fonction Search Web de ChatGPT,
ou même de plus en plus, Google va commencer à le proposer par lui-même dans les résultats à la place des sites édito. Donc déjà, le premier changement que Google a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est déjà de faire baisser les sites édito pour faire monter les sites e-commerce sur ce type de requête. Et maintenant, en plus de ça, il fait son propre comparateur produit au-dessus des sites e-commerce. Donc, est-ce qu'il reste de la place pour toi pour des éditeurs qui vont faire de la comparaison produit et des tops? Je pense qu'il y en a, mais en fait, on est obligé de se réinventer. Tu vois, là, pour le coup, tu parlais de tes habitudes et toi, pour le coup, tu es plus sur. Moi, j'ai pas encore fait la transition sur Perplexity ou tu parlais de GPT avec le search. Moi, je suis encore sur YouTube, par exemple, pour ce genre de truc. Parce que je préfère, tu vois, sur du vrai contenu, tu vois, quand je cherche une nouvelle chaise, un nouveau truc, ou on en parlait en off juste avant de lancer le podcast, tu me demandais quelle était ma caméra. Bah, typiquement, là, aujourd'hui, je vais aller chercher les meilleures caméras pour faire du streaming ou les meilleures et je vais aller regarder des mecs côté US ou en francophonie, il commence à y en avoir pas mal aussi, qui font vraiment les tests. Moi, c'est plus ce type de contenu-là que je vais consommer. Alors qu'en effet, il y a quelques années, je te rejoins, j'allais vraiment rechercher directement sur Google, comme beaucoup de gens. Et en effet, il y avait beaucoup de sites d'affiliation qui se positionnaient, notamment avec ce qu'on appelait des MFA made for Amazon, qui ont... MFA, ça pouvait être aussi made for AdSense, mais il y a un moment où c'est devenu made for Amazon, donc pour tous les affiliés Amazon. Tous ces sites-là, ça me paraît de plus en plus... bon, il y en a toujours, ça existe toujours, mais en effet, il y en a de moins en moins, et je pense que aujourd'hui, la monétisation, il faut l'envisager un petit peu autrement, que ce soit par les axes, par le YouTube, enfin d'autres plateformes que tu vas pouvoir implémenter pour pouvoir aller chercher ce type de monétisation et continuer à obtenir ton trafic, et en fait ne pas rester bloqué sur le côté édition de site SEO, édition de site SEO. Par contre, je pense qu'il y a encore énormément de place et pour l'affiliation dans les SERP, mais c'est pas nécessairement sur justement ce type d'affiliation très mainstream que peuvent être des comparateurs produits avec souvent du Amazon derrière. Ça va être sur des monétisations, il y en a plein, il y a énormément de choses à faire. C'est d'ailleurs pas même que sur du SEO. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui font du rank and rent, par exemple, qui fonctionne très bien sur des niches plus ou moins locales, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est comme tout, il faut s'adapter. Et là, la méta qui a été pendant un moment, justement, durant la période 2015-2020 peut-être, on pouvait facilement monétiser du site Amazon en affiliation et avec des comparateurs de tous les côtés. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire quand on regarde à l'extérieur de Google, quoi. Je pense pas que justement l'avenir finalement de la création de contenu textuel, elle passe plus par la création de communautés que par le search web. Donc création de communauté, ça peut être une newsletter, ça peut être une communauté sur Discord. Enfin, ça va être tout ce qui te permet d'avoir une relation directe avec Ouais, clairement. tes lecteurs. Ah ouais. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai lancé le podcast Click et la newsletter Click, je me suis posé la question, est-ce que je crée en parallèle un site Click sur lequel je couvre l'actualité de l'affiliation, du SEO, des médias? Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas future-proof, quoi. Si je crée ça aujourd'hui, déjà, je vais galérer aujourd'hui bien plus que, tu vois, il y a 10 ans, quand j'ai créé mes sites. Finalement, tu avais un playbook assez simple à suivre pour créer un média en ligne, avec plein de techniques SEO, l'affiliation. C'était, voilà, tu avais juste à suivre ces étapes correctement et tu étais quasiment sûr de réussir. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Et du coup, pour Click, je me suis dit, non, pas de site, quoi. Alors, moi, c'est rigolo parce que du coup, je vais avoir exactement le même. Enfin, finalement, avec le podcast, c'est pareil, on s'est posé la question et nous, on l'a fait. On a monté un site qui s'appelle leswizards.com et où on se sert justement de l'autorité du podcast et de la marque qu'on crée avec le podcast pour faire ce que je te disais au début, blanchir un petit peu la stratégie SEO qui se trouve derrière le site. Et pour le coup, on ne regrette pas du tout parce que c'est un site qui est aujourd'hui déjà sacrément rentable alors que c'est pas. On n'y met pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Pour le coup, il y a un rédacteur bien humain derrière qui fait. Alors peut-être il est peut-être assisté par IA, etc. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui bosse avec nous depuis longtemps et on a confiance pour. Bon, il ne va pas déléguer à l'IA 100% le truc. Mais par contre, je te rejoins 100% sur le fait qu'aujourd'hui, il faut absolument le plus possible sortir des algorithmes. Donc le plus possible
En effet, avoir des newsletters, c'est le nerf, à mon avis, c'est le nerf de la guerre. Les newsletters, en fait, sortir déjà construire une communauté, fédérer une communauté, si possible, et puis une fois que c'est fait, décorréler cette communauté des algorithmes. Et particulièrement de l'algorithme que représente celui de Google aujourd'hui dans son moteur de recherche, parce que c'est celui qui est le plus incisif, le plus méchant, et en fait, la réalité, c'est que je me suis tellement fait défoncer par Google ces dernières années que moi, pour ma part, je suis vacciné et justement, aujourd'hui, je fais forcément les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je construis la communauté, je construis la marque où je pars de ce qu'on peut appeler mon personal branding, donc tout le contenu que je vais créer en ligne pour pousser mes différents produits, pour pousser même mes différentes affiliations. Et l'autre avantage de ça, c'est que si tu veux, moi, je vois un petit peu l'éditeur de site traditionnel que j'ai été pendant très longtemps. C'est ce qu'on dit en rigolant dans le podcast, mais comme on est un peu les ramasse-miettes des médias buyers, tu vois, qui eux font de la publicité à plus ou moins grande échelle, et nous on se place au milieu en mode un avis sur ce truc sur lequel tu as vu de la pub ou je sais pas quoi, et on va ramasser une commission parce on est des espèces de parasites, et on a notre intérêt dans le sens où il y a une vraie preuve sociale qui est apportée, et le trafic SEO, il est important, et le fait qu'il y ait au milieu un avis positif qui fait passer à l'achat, c'est clairement intéressant. Mais c'est voilà, moi aujourd'hui j'ai beaucoup changé de ce côté-là, et ma priorité c'est vraiment une marque, une newsletter, une vraie audience sur laquelle j'ai le contrôle. Et si demain je me fais défoncer un site en SEO, je ne veux plus que ça m'impacte. Moi, je suis passé dans le passé, quand encore une fois on était sur Malte, je me souviens d'un site qui générait plus de 5 000 € par jour de commission en affiliation en SEO. Il n'y avait aucun autre trafic que le SEO sur ce site. On est arrivé un matin au bureau, le site était à plat. Mais vraiment à plat, vraiment, il est passé de je ne sais combien de milliers de visiteurs jour à 0. Pénalité manuelle. Voilà quoi, je m'en souviens très bien, c'était un peu douloureux. Et moi, voilà, je suis trop vieux maintenant, entre guillemets, pour jouer avec Google et continuer vraiment à être exposé aussi fort à Google, même s'il n'y a pas meilleure sensation, je trouve, que l'édition de site et le SEO et les gains qui proviennent du SEO. Mais voilà, je préfère voir les choses dans l'autre sens. Et du coup, je te rejoins, il faut absolument construire une communauté, sortir sa communauté des algorithmes, donc la newsletter, c'est une très bonne idée pour pouvoir construire après ce qu'il y a à construire. Par contre, de là comme toi, aller jusqu'à ne pas construire en SEO autour d'un projet de marque, ou ça, je trouve ça dommage de ne pas le faire dans mon cas, parce que je trouve que c'est de l'argent facile à aller chercher qui correspond plutôt bien avec l'audience qu'on a sur le podcast. Et tu vois, en termes de revenus, ça nous a quand même rapporté quelques dizaines de milliers d'euros sur la première année d'activité du site. Juste le fait d'avoir fait un site, d'avoir délégué la création de contenu sur le site. Donc, je regrette pas, quoi. Je pense que c'est plutôt viable. On a beaucoup parlé de l'utilisation de l'IA pour le contenu textuel. Vous, aujourd'hui, dans votre activité vidéo sur votre chaîne YouTube, est-ce que l'IA vous est déjà utile? Ouais. Alors, sur le podcast, par exemple, ça va m'être utile quand on reçoit un invité. C'est pour tout ce qui est, tu vois, trouver des idées de questions pertinentes à poser. J'ai un petit GPT qui est alimenté avec le contenu du podcast, et ça va du coup me permettre de vraiment aller plus ou moins loin dans les questions que j'ai envie de poser, et donc d'accélérer. Encore une fois, il y a cette notion d'accélération sur la préparation des épisodes en amont. Et après, là où l'IA est très intéressante aussi, c'est sur YouTube, quand on diffuse nos podcasts, pour la création du sommaire. Où là, ouais, ça, c'est trop bien. Parce que pour le coup, le chapitrage, c'est laborieux à faire quand on doit le faire à la main. Et particulièrement sur ce format podcast, je trouve que les outils de chapitrage, moi, j'utilise Taja, T-A-J-A, personnellement. Il y a sans doute d'autres solutions gratuites. Même, je pense que gratuitement, on peut prendre le transcript d'une vidéo, le faire passer sur ChatGPT et faire son sommaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par des outils pour faire ça. Mais en l'occurrence, ça me fait gagner un temps fou, et c'est plutôt précis sur du podcast. Sur des vidéos courtes, un peu moins. J'aime un peu moins.
mais sur du podcast avec différents sujets abordés et tout, et des longues périodes de parlotte, il est assez bon pour faire des sommaires précis. Et ça, pour le coup, pour le watch time, c'est utile. Donc, c'est quelque chose que j'implémente. Maintenant, encore une fois, moi, je suis très peu friand tout ce qui est d'aller encore plus loin dans l'automatisation. Ah oui, sur ma veille aussi. Tout ce qui est veille concurrentielle, j'ai j'allais dire agents IA, le mot est grand, mais j'ai setup des automatisations qui me push au quotidien tout ce qui a été abordé par mes concurrents dans des langues étrangères, y compris des langues que je parle absolument pas, comme le russe, l'espagnol, des trucs comme ça. Ce qui me permet d'identifier très rapidement quand il y a une anomalie de marché. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui est abordé à l'étranger sur mes thématiques principales et qui performe de manière anormalement élevée, j'ai des alertes qui sonnent et ça me permet d'être assez réactif pour traiter ce sujet rapidement en francophonie. Donc voilà, ce genre de choses, c'est aussi boosté à l'IA. Mais à part sur la partie préparation, veille sur le contenu en lui-même, il n'y a pas grand-chose qui est... Si, il y a un dernier petit truc un peu anecdotique, mais je fais depuis quelques mois maintenant mes call to action au sein de mes vidéos avec un outil comme Agen. Je pense que tu en as entendu parler d'Agen, Michael. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, je le fais. Je crois que c'est peut-être toi qui m'avais posé la question la dernière fois qu'on s'était eu en coach. Mais d'ailleurs, c'est pas de l'IA là ton truc. Mais ouais, je fais mes call to action. Donc, quand je dois parler d'une formation, d'un truc, je le place avec Agen et je trouve ça très pratique parce que là, pour le coup, ça me permet de scripter vite fait ce que j'ai à dire. Je le lis avec la bonne intonation au micro. Je le plug à Agen et Agen me met ma tête comme ça en train de lire en regardant la caméra et tout. Donc, je gagne pas mal de temps aussi comme ça. Mais je pense que j'ai fait le tour de mon usage IA plus vidéo. Tu peux nous en dire plus parce que Agen, ça fait un paquet de fois que je le vois passer. J'ai pas encore essayé l'outil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment, à quoi ça sert, comment c'est utilisé? Ouais, Agen, c'est un outil qui te permet de créer un clone IA de toi, donc ce qu'ils appellent eux un avatar. Donc grosso modo, tu vois, tu te mets face à ta caméra, tu regardes bien ta caméra et tu parles avec l'intonation que tu veux, avec les expressions de visage que tu veux. Donc si tu préfères être un peu souriant, tu peux parler en souriant, etc. Et tu parles comme ça pendant 1 minute, je crois, face à ta caméra, où tu dis, peu importe ce que tu dis d'ailleurs, on s'en fiche, mais juste voir comment ton visage bouge, comment tes mains bougent, comment tes lèvres bougent, comment tu es en termes de tes expressions. Et une fois que tu as parlé, en fait, il va créer un avatar, et cet avatar, tu peux le réutiliser à ta guise. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre un fichier MP3 avec un outil qui s'appelle Audacity. J'enregistre ma voix au micro où je parle et derrière, je vais mettre mon fichier audio sur Agen par-dessus mon avatar et en 3-4 minutes, il génère une vidéo où c'est mon avatar avec mes expressions qui regarde la caméra droit dans les yeux. Et le très gros avantage d'Agen, je trouve, au-delà de ce côté où tu peux être en slip dans ton lit et faire des vidéos avec un truc propre et un avatar qui dit ce que tu dis de manière fluide et efficace. L'autre gros avantage, c'est que pour les gens qui ne sont pas équipés en matériel, tu vois, demain, par exemple, si je voulais lancer une chaîne YouTube ultra quali et que je n'ai pas forcément envie d'investir dans les lights, enfin les lumières, l'appareil photo, le gros ordinateur, les machins, les trucs, eh ben, je vais peut-être aller chez un pote qui lui est équipé ou je vais louer un studio de podcast ou je sais pas quoi pendant 1 heure et je vais me filmer pendant 1 heure où je vais me saper correctement, je vais changer un peu mes vêtements, mes machins, bien me coiffer, etc. Et derrière, je peux avoir 2, 3, 4 avatars comme ça que je peux utiliser à ma guise pour faire du contenu qui passe plutôt bien. Et franchement, c'est assez bluffant. Alors, quand on est habitué à l'IA et à ce type d'outils, ça se voit. Moi, quand je vois un contenu Agen, je tic un peu, OK, je vois. Mais pour la petite histoire, avec le Wizards Podcast, on a un événement tous les ans où en 2024, du coup, j'ai donné avec Franck et Anthony une conférence où je présentais Agen qui venait d'arriver et où je demandais aux gens, voilà, ça c'est... sur ces 2 vidéos-là, il y en a une où c'est moi qui parle face caméra et l'autre où c'est un clone de moi qui parle face caméra. Et à main levée, j'ai fait voter l'audience en live et l'essentiel de l'audience s'est planté en fait sur le... Donc elle n'était pas capable d'identifier qui était le clone de qui ne l'était pas.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une perte de confiance déjà dans le contenu textuel, mais on a quand même, on a toujours un petit attachement au contenu vidéo. On se dit ça reste réel. Mais finalement, quand tu vois des outils, d'un côté, des outils comme Agent qui sert à créer des avatars, et d'un autre côté, à quel point, je ne sais pas si tu as testé la fonctionnalité podcast de Notebook LM de Google, euh, mais en fait, si tu combines les deux, tu peux juste créer un podcast quasiment parfait sans personne finalement. Je suis d'accord. À la fois, je suis d'accord. À la fois, j'attends en francophonie la première personne ou les premières personnes qui vont vraiment réussir à faire ça. Parce que même si le truc est très bluffant, encore une fois, pour le moment en tout cas, c'est-à-dire que c'est sûr qu'en se projetant à 5 ou 10 ans, on a pas mal de questions à se poser. Mais pour le moment, je trouve que c'est encore une fois un accélérateur. Mais que la vraie connexion avec le public que tu fais, le fait de ça, l'IA n'est pas encore capable de le faire de manière autonome. Il y a le contenu, il y a pas tu vois, même en termes de connaissances et de compétences, aujourd'hui, avoir une profonde, même comme le contenu qu'on est en train de faire au travers de ce podcast, tu vas avoir des réflexions qui vont parfois un petit peu plus loin sur des choses un peu plus techniques, qui sont basées sur une expérience de 10 ans en édition de site, etc. Moi, l'IA, quand par exemple, là, ça m'est arrivé récemment où je lui dis, bah là, on reçoit quelqu'un de très technique dans le podcast, va le challenger sur des questions avancées, sur des méthodes avancées en Black Hat SEO, par exemple. Ça me donnait des trucs. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses que ça aurait pu aborder, que ça n'a pas abordé. Ça restait moins bon que si c'était vraiment quelqu'un de compétent avec 10 ans d'expérience sur le sujet qui en parlait. Et pour le moment, en tout cas, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai, hein, Notebook LM, j'ai vu, c'est très bluffant. Mais tu vois, faire démarrer un podcast, je pense que tu es confronté à cette problématique. C'est pas si simple. Avoir des nouveaux auditeurs, c'est pas si simple. C'est des formats longs. Il faut. Par contre, le peu de gens qui vont t'écouter, ça a une valeur inconsidérable parce que c'est des gens qui ont de l'attention et ça commence à être de plus en plus rare en 2025 d'avoir des gens qui. Ouais, surtout dans le B2B, hein. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà. Mais oui, c'est sûr, c'est bluffant, tous ces trucs-là. Et ça le sera sans doute encore plus dans 6 mois. Du coup, en parlant justement dans 6 mois, dans un an, toi, comment tu vois le cercle, le SEO dans quelques années? Il y a quelques temps, tu vois, avant qu'on. Au tout début, mon pronostic il y a 2 ans par rapport à ça, c'était que j'étais persuadé que les gros éditeurs, les gros médias, justement, avec leur autorité, ou ceux qui vont très rapidement être capables, justement, d'implémenter des méthodes de création de contenu vraiment efficaces au travers d'outils qui comprennent l'intention, etc., allaient pouvoir, de manière stratosphérique, vraiment prendre possession de toutes les SERP ou presque. On a vu que c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps avec ce qu'on appelle le parasite SEO, avec beaucoup de médias qui se positionnaient sur des grosses thématiques concurrentielles notamment. Et souvent d'ailleurs, bah, qui dit parasite dit que c'était pas les médias en eux-mêmes qui se positionnaient, en tout cas pas au début, après ça l'est devenu, mais c'était des éditeurs de sites et des petits malins qui achetaient du contenu sponsorisé, se positionnaient avec leur lien d'affiliation et faisaient une plus-value par rapport au montant investi à la base pour se positionner sur le média en question. Là, il se trouve que Google a tapé sur les doigts de ces médias-là très fort, même en francophonie, à tel point qu'il y a 2-3 médias, je pense, qui se sont fait casser la gueule. Et du coup, tu as tous les autres qui ont pris un coup de flip monstrueux et qui ont fait disparaître tous les contenus comme ça. Je pense à voir comment les choses évoluent, mais je suis pas sûr qu'on soit sur ce schéma-là. Aujourd'hui, je pense que du coup, le SEO va en effet être automatisé en très grande partie. Le contenu texte va être généré par IA et te dire que justement, j'avais pas de ce même discours il y a quelques années, mais je pense vraiment que sur la partie vraiment édito web, si c'est pas déjà le cas, il y aura peut-être plus que 10% de rédaction humaine dans quelques années, voire même 2 ou 3%. Enfin, ça va être vraiment minime. Il y aura plus que de la rédaction, peut-être humaine, mais pilotée en très grande partie avec l'intelligence artificielle et boostée à l'intelligence artificielle. Et je pense que sur tous les sujets, en fait, de nos vies,
d'explorateurs du web, quoi, de mecs dont le métier est sur le web, ça va être ça. Là, moi, personnellement, depuis quelques temps, je suis absolument pas développeur à la base, mais alors vraiment pas du tout. J'ai aucune notion de développement, ce qui m'a beaucoup frustré au long de ma carrière. Mais d'un autre côté, j'ai jamais pris le temps de me former, ce que j'aurais pu faire aussi. Hein. J'ai jamais pris ce temps-là. Et là, avec des outils comme Bolt, comme Lovable, comme je sais pas si t'en as entendu parler, Ouais, carrément, ouais. très franchement, sans faire de forcing, dans mon quotidien, ça a tout changé. Là, notamment sur Lucid, j'ai, tu vois, du coup, mon associé sur Lucid est développeur, parce que je ne le suis pas et que, bah, à un moment, il faut bien savoir développer pour lancer un SaaS de ce genre. Il m'a dit, bah, ça serait pas mal que tu essaies de me faire des suggestions sur l'interface, comment on peut améliorer l'UX, le parcours utilisateur et tout. Et c'est vrai que moi, je m'étais toujours dit, moi, je suis sur l'acquisition, lui, il est sur la partie, tout ce qui concerne l'interface, la partie dev, quoi. Et en gros, je vais pas pouvoir trop l'aider sur sa partie à lui, puisque je suis pas là pour ça. Moi, je suis sur l'acquisition. Mais là, avec un outil comme Bolt, j'ai pu vraiment recloner en fait l'interface telle qu'on l'a actuellement. Et j'ai pu, je te montrerai en off si ça t'intéresse, Michael, j'ai pu vraiment recréer complètement le SaaS en off, alors sans toute la notion technique hein, derrière, mais juste en termes d'architecture et d'expérience utilisateur, pour améliorer, mais de manière, pour moi, une fois qu'on aura implémenté les changements que j'ai mis en place sur Bolt et que j'ai du coup fourni à mon développeur, donc en termes d'UX, expérience utilisateur, en termes de CRO, pour justement amener l'utilisateur à consommer du crédit, etc. Je suis vraiment allé un petit peu loin dans le processus de réflexion. Je lui ai fourni ça, déjà lui, il a halluciné. Et de deux, moi, j'ai halluciné aussi de me dire, waouh, je suis capable aujourd'hui de me pencher sur ce type de problématique parce que mes 10 ans d'expérience m'ont rendu plutôt compétent sur cette partie conversion, sur cette partie UX, enfin, tu vois, en termes de réflexion. Par contre, techniquement, je suis une bille. Mais là, je peux, du coup, implémenter mes idées et derrière les transmettre à un développeur et qui, lui, a tout le travail qui est pré-mâché de manière très visuelle puisque c'est concret, quoi. Il peut se balader comme si c'était... et ça, tout ça, c'est l'IA qui me permet de le faire. Et typiquement, je suis persuadé qu'au même titre que les rédacteurs... tu vois, on dit le SEO va mourir, les rédacteurs vont mourir, les développeurs vont mourir avec l'arrivée de l'IA. Je pense que 90% des rédacteurs vont mourir, 90% des devs vont mourir. Enfin, si tu veux, pour moi, c'est obligatoire. Il va y avoir l'élite, si tu veux, de chaque thématique qui va rester et qui sera beaucoup plus productive, beaucoup plus bien meilleure grâce à l'intelligence artificielle. C'est une certitude. Mais tout le monde ne sera pas remplacé par l'IA. Mais je pense qu'une grande partie des gens sur toutes les thématiques du web, en tout cas, ça sera le cas. Ça me semble. Et ceux qui restent seront très compétents, sauront utiliser l'IA pour accélérer et donc feront le boulot des 9 personnes qui ont été remplacées en étant seuls, quoi. Pour moi, et donc en SEO, ça sera un peu la même chose. C'est les meilleurs, les gens qui vont comprendre que le contenu, la qualité et l'utilisateur restent au centre de la problématique SEO et que se servir de l'IA, c'est très bien pour accélérer, certes, mais qu'il faut quand même faire les choses bien, même si on les fait en grande partie avec l'IA. Bah, les gens qui comprennent ça pourront avoir de très bons résultats avec l'IA en SEO. Des exemples de sites qui font très bien ça? C'est une bonne question C'est compliqué parce que la plupart ne communiquent pas sur le sujet en fait. Donc... Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait plus. Je t'avoue que moi, je m'amuse pas non plus. Typiquement, quand je vois un site chouette en édition de site, en affiliation pure et dure, je m'amuse pas à aller le scanner sur Lucide pour te dire ah ouais, ok, ils font ça. Enfin, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Et comme je te dis, étant donné que pour moi, ça n'impacte pas en soi le potentiel positionnement du site sur les différents mots-clés qui ciblent. Je cherche pas trop à le savoir, mais je suis persuadé qu'il y en a un paquet déjà qui font les choses relativement bien. Et d'ailleurs, c'est un peu le drama qui... tu vas faire les choses bien, c'est aussi faire les choses pour qu'elles fonctionnent. Et les gens qui sont fait taper sur les doigts par... Je n'ai pas trop suivi l'histoire, parce que moi, je m'intéresse pas trop à Google Discover, mais t'en parlais tout à l'heure. Il y a un espèce de journaliste ou je sais pas quoi qui a sorti une étude en prouvant qu'il y avait certains sites qui étaient alimentés par l'IA uniquement et qui popaient sur Discover. C'est des gens, au final, qui sont très bons dans ce qu'ils font pour réussir à avoir mis en place des process
qui fonctionnent, monétiser leur site sur Discover avec du contenu IA, peu importe comment ils génèrent le contenu, etc. Je leur tire mon chapeau. Et là, c'est pour Discover. Donc, je pense que sur Discover, il n'y a pas besoin de cette profondeur, de cette qualité dont on a plus besoin en SEO. Mais il y a plein de choses à faire. On parlait d'outils. Si tu devais ranker les outils qui te sont le plus utiles aujourd'hui, que ce soit en tant qu'éditeur, en tant que podcaster ou en tant qu'éditeur de SaaS, qu'est-ce que tu te donnerais comme liste? Et d'ailleurs, petit aparté, tout à l'heure, on discutait du fait que le chapitrage était hyper facile à faire maintenant avec l'IA. Bah, de la même manière, en fait, moi, j'ai un GPT dédié qui fait que à chaque fois que je fais un épisode, je le passe dans ce GPT et je dis, fais-moi une liste de tous les outils qui ont été cités dans l'épisode. Et ça me sert dans la description et c'est hyper utile parce que c'est une galère de trouver tous les outils qu'on a cités. Ça, c'est une super idée. Ouais. Du coup, je vais l'utiliser pour ta liste, tu vois. Trop bien. Moi, alors, en termes de SEO, depuis des années, j'utilise SEO Observer, qui est, à mon sens, un très bon outil pour monitorer les SERP et pour avoir une visibilité, même si elle n'est pas ultra complète surtout. Enfin, c'est un très bon outil SEO. Depuis peu, j'utilise Alloscan, qui est très très puissant, je trouve. Il se concentre uniquement sur la partie francophone. C'est l'outil de Stéphane Madaleno qui permet de faire beaucoup de choses aussi. Donc ça, c'est toujours sur la partie SEO. Je l'ai cité tout à l'heure, j'utilise Taja pour tout ça, c'est uniquement ce qui est chapitrage. Mais encore une fois, c'est pas un outil que je recommande particulièrement dans le sens où vous pouvez tout à fait faire ça gratuitement avec un peu d'ingéniosité. J'utilise Riverside, comme toi, pour l'enregistrement des podcasts. Pour l'enregistrement, alors moi, il y a un truc qui a changé ma vie. Je sais pas si tu connais Loom, l'outil qui permet de prendre des vidéos, tu sais, assez facilement. Et dès que j'ai un qui a truc été vendu à il n'y a dire... pas très longtemps, là, d'ailleurs. Ah, ok, je n'étais pas au courant. Et moi, je suis un peu un accro maladif à AppSumo, qui permet d'avoir accès à des lifetime deals. Et je suis tombé, alors c'est pas à chaque fois que je fais des bons coups sur AppSumo, mais là, en l'occurrence, je suis vraiment très content. Sur un équivalent de Loom qui s'appelle Komodo, que j'ai payé une fois, et c'est un outil gratuit qui permet d'enregistrer des vidéos à la volée comme ça. Donc dès que j'ai quelque chose à dire, que ce soit à quelqu'un de mon équipe, à mes associés, montrer quelque chose visuellement sur mon écran tout en parlant, je clique sur un bouton, play, voilà, j'avais ça à dire, boum, je stoppe, j'envoie, la vidéo se upload toute seule. Enfin, et ça a vraiment changé ma manière de travailler. Sur YouTube, un outil que je recommande à tout le monde pour tout ce qui est analyse concurrentielle et pour avoir rapidement de la visibilité sur les vidéos qui surperforment, on en parlait tout à l'heure, c'est une manière de le faire en tout cas. C'est un petit plugin, c'est un SaaS à la base, mais moi je ne suis pas client du SaaS, mais j'utilise leur plugin gratuitement. Ça s'appelle oneof10.com. C'est un petit plugin Chrome que vous installez et en fait sur YouTube, ça va vous rajouter un espèce de score sous chaque vidéo quand vous allez analyser les vidéos d'une chaîne et ça vous permet de voir en un clin d'œil si une vidéo surperforme par rapport à à l'audience que fait la chaîne en temps normal, on va dire. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce petit outil. J'ai parlé de Bolt juste avant. Moi, je ne peux plus me passer de Bolt. Je suis perfusé à Bolt. Plus que Lovable? Ouais, plus que tous les autres outils. Alors aussi parce que pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai pas poussé mes tests sur Lovable ni sur d'autres outils. Je suis resté sur Bolt et je suis très satisfait avec Bolt. Certaines personnes considèrent que c'est cher, ce que j'entends. Moi, j'avoue que étant donné le temps et ce que ça m'a permis de faire, je suis prêt à payer. Je serais même prêt à payer le double pour être tout à fait franc. Donc, je suis pas particulièrement choqué par le prix, mais ouais, Bolt, je l'utilise vraiment régulièrement. Un outil vraiment cool, j'en dis encore deux, puis après Vas-y, t'inquiète. Un outil Prends des vraiment notes, cool. je les testerai tous. C'est pour la facturation. Si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas d'outil de facturation automatique ou efficace, moi, il y a un outil qui a vraiment changé ma vie. Moi, je vends de la formation, du SaaS, etc. Donc, en fait, j'ai besoin, ou même en affiliation, tu vois, de temps en temps, pour ceux qui sont affiliés, c'était sans doute déjà arrivé, Michael, mais tu reçois un paiement, tu sais pas d'où, sur ton PayPal, ça arrive, tu sais même plus qui c'est et tout. Bah là, en fait, mon outil fait une facture automatiquement à la personne qui m'a envoyé le paiement.
et hop, c'est un outil qui s'appelle Quaderno pour le coup, et c'est vraiment cool. Moi, ça m'a. Et le dernier outil pour moi, c'est Discord. Discord je sais qu'il y a encore beaucoup de SEO ou de vieux de la vieille qui utilisent Skype. Je ne sais pas comment vous faites, mais Discord, c'est vraiment, c'est trop bien. Et j'utilise au quotidien et je fais plein de trucs avec. J'ai des serveurs pour mes différentes entreprises, etc., ou avec des automatisations. Quand il y a une vente, quand il y a un truc, tu vois, même quand je te parlais tout à l'heure du fait que je monitore ma concurrence, etc., bah, je le fais directement sur Discord. Tu vois, j'ai des alertes qui arrivent sur Discord. Enfin, je ne pourrais pas m'en passer. Voilà. Donc, pour faire la petite liste. Et je vais rajouter 2-3 outils que j'utilise que je trouve sympa. Déjà, le premier, ça va pas être con, mais ChatGPT pour Mac. Ah oui, où tu peux filmer l'écran et tout? Mais en fait, il y a des trucs vraiment sympas dessus. Moi, j'utilise un workflow qui est vraiment sympa. Quand j'ai des mails assez compliqués à écrire, juste en fait, tu fais une screenshot, tu ouvres l'espèce de mini fenêtre, tu sais, le mini launcher intégré dans ChatGPT pour Mac, tu colles ta screenshot, tu lances la dictation, et là, tu te laisses aller. Tu dis, bon, bah, réponds-lui que. Et là, en fait, tu parles pendant 5 minutes et tu lui dis, bon, basé sur ce que je t'ai dit, réponds-lui le mail parfait. Et en fait, l'oral est hyper puissant pour faire du mail. Et quand il se base en plus sur la screenshot pour avoir le contexte et sur ce que tu lui as dit à l'oral, en fait, moi, depuis que j'utilise cette méthode, j'ai beaucoup moins de mails, tu sais, où je sais que ça va être une galère de répondre, donc je le repousse à demain et en fait, tu réponds jamais. Avec ça, en fait, tu fais des mails hyper complexes en 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ok. Un autre outil sympa que j'ai commencé à utiliser, ça s'appelle Scribble. C'est un plugin pour Chrome qui te permet de te faire des transcripts de tes Google Meet. Donc moi, je fais beaucoup de Google Meet, notamment pour présenter notre SaaS Linkaway, qui permet de monétiser des campagnes au clic. Et donc, en fait, Scribble va automatiquement transcrire ton appel. Et derrière, en fait, la transcription, tu vas pouvoir la coller dans ChatGPT et lui dire, bah, soit fais-moi un rapport, soit fais un mail de follow-up au client avec ce qu'on s'est dit. Donc, tu vas pouvoir te servir de ce transcript derrière. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et le petit dernier qui est très sympa s'appelle Whisperflow. Ça, c'est très cool. C'est pour faire de la dictation sur ton Mac, du voice-to-text. Parce qu'on sait tous que le voice-to-text sur Mac ou sur PC de base, il n'est pas très efficace. Et en fait, avec Whisperflow, tu vas simplement pouvoir dicter des réponses. Donc, ça va être sur Discord, Slack ou autre. Et souvent, en fait, c'est beaucoup plus rapide que de taper. Donc, ça, c'est vraiment sympa aussi. Ok, trop bien. Et moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que par hasard, toi, tu as mis en place certaines automatisations, notamment sur. Tu vois, moi, je sais que j'ai une automatisation que j'ai mis en place et qui est pas mal. C'est lié à toutes mes demandes de sponsoring sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de chaînes YouTube, que ce soit avec les Wizards ou moi en perso, même j'en ai 2 actives tout seul. Et en gros, j'ai des gens qui me contactent sur YouTube pour me proposer des deals en affiliation, me demander combien ça coûte de faire un placement de produit sur une de mes vidéos, etc. Et une automatisation Make qui va analyser les mails que je reçois et qui va automatiquement répondre, alors pas directement, ça me le met en brouillon, mais répondre à la demande en fonction de la langue, ça répond dans la bonne langue et tout, en leur donnant de base mes tarifs pour mon tarif minimum pour apparaître sur ma chaîne, sur un placement de produit d'1 minute par exemple. Ce qui me permet, parce que j'en reçois pas mal et c'était vraiment galère à gérer. Et là, ce qui me permet un petit peu de d'écrémer le premier contact et en mode, bah, mon tarif minimum, c'est ça. S'il y a une réponse à ce mail-là, là, ça mérite que je m'y intéresse. Mais sinon, avant, c'est traité par IA, quoi. Et j'ai pas de. Du coup, ton filtre make, tu le fais sur quoi? Sur le sujet du mail? Une bonne question. Je crois que je le fais sur un sous-dossier dans Google Mail. Tu sais, j'ai un sous-dossier sponsoring où je trie automatiquement Avec un label automatique. Ok. Ouais, voilà. Ouais. Je crois que c'est ça de souvenir. Il faudrait que je revérifie, mais ouais. On va sortir un tout petit peu de l'IA, mais tu as parlé de SEO Observer tout à l'heure. Je t'avoue que je suis pas toujours satisfait de Ahref, même si moi j'utilise Ahref depuis toujours, enfin depuis très longtemps. Et c'est vraiment l'outil sur lequel je me suis basé. Mais bon, les mecs, année après année, n'ont pas arrêté d'augmenter leur prix. Je crois que là, je suis sur un plan à 3 000 euros par an. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Donc c'est élevé. Et je me posais la question, du coup, pourquoi tu as choisi SEO Observer? Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux autres? Et est-ce qu'il intègre des fonctionnalités d'ailleurs d'intelligence artificielle?
Alors, SC Observer dont je t'ai parlé, le gros avantage, c'est que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble. Tu vois, tu tapes ton site, tu as une vue d'ensemble, notamment DRD, de l'évolution du trafic. En fait, c'est un tool qui te permet c'était un peu dans le cockpit et tu peux voir très rapidement en un clin d'œil la santé d'un site. Tu vois notamment tout ce que je pense que tu l'as sur Ahref, mais c'est quelque chose que permettait de faire Majestic, qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Tout ce qui est pourcentage d'encre, le nombre de pages, telle page reçoit tel lien, etc. Donc, si tu veux, c'est ce que permet de faire SEO Observer. Et si tu as besoin d'aller plus loin, de voir la totalité des backlinks, tu peux débloquer. Je crois que tu peux le faire 100 fois par mois, il me semble. Tu peux débloquer la visibilité sur un site et tu peux accéder à encore plus d'informations. Mais tu as vraiment ce côté cockpit où tu vois plein de choses. Ça, c'est la première feature que j'utilise pas mal. Et la deuxième, c'est tout ce qui est analyse de SERP. Donc, il y a un mois, la SERP, elle était comme ça. Aujourd'hui, la SERP, elle est comme ça. Et pourquoi? Et donc, tu vois, il y a tel entrant dans le top 10, tel sortant, il y a tel site qui a pris moins 50. Et tu vois, il s'est passé quoi pour qu'il prenne moins 50? Et si vraiment tu veux comprendre une SERP et son intention, ça peut être intéressant d'aller observer ce qui s'y passe, etc. Donc, surtout sur les thématiques concurrentielles, c'est un gros point fort pour SEO Observer. Maintenant, je te dirais que si tu cherches une alternative à Ahref, ce qui va, à mon sens, être le plus pertinent, ça sera Alloscan. Parce qu'aujourd'hui, ils sont, je ne sais pas si tu as testé, mais ils sont très bons pour notamment tout ce qui est mots-clés et vraiment sur le trafic francophone, et encore plus pour ceux qui bossent sur du local parce qu'ils ont amené des features qui sont nulle part ailleurs, comme une feature qui te permet de voir sur le local. Stéphane l'a dit déjà à nombreuses reprises et généralement, quand il dit quelque chose, c'est pas pour rien, c'est que les liens depuis une fiche Google My Business ont un véritable impact sur le SEO local. Et du coup, il permet avec son outil de vérifier, tu vois, au même titre qu'un backlink, cette page a tant de RD, etc. Là, il permet de dire, bah, ce site-là, il a tant de liens depuis une fiche Google My Business. Et plus il a de liens, potentiellement, plus et mieux il va se positionner en local. Donc, tu peux racheter tes expirés aussi en fonction de ça. Sur la partie stratégie, il y a un autre truc que j'aime beaucoup sur Alloscan, et je ne sais pas si ça t'arrive encore, Michael, d'acheter du lien aujourd'hui. Mais si c'est le cas, si tu le fais via les plateformes d'achat de liens, tu le sais, c'est de plus en plus compliqué de trouver des sites de qualité. Il y a énormément de merde, justement nourrie avec l'IA au travers Enfin voilà, c'est des sites automatiques. Nous, avec les Wizards, on explique aux gens comment faire des thunes en faisant ça. Donc c'est pas moi qui vais cracher dans la soupe. Mais la réalité, c'est que le marché est assez saturé de sites pourris et du coup, quand on achète du lien et qu'on veut bien faire les choses, c'est compliqué. Et il y a une métrique sur Alloscan qui s'appelle la VI. C'est l'indice de visibilité. Et je trouve cette métrique vraiment chouette parce que ça permet notamment, sans se prendre la tête, à aller analyser la qualité des backlinks et est-ce que le contenu est bon, est-ce que les pages s'indexent, est-ce que machin. Ça va de manière assez automatique te donner un score par rapport à un site et tu vois très vite si c'est un site pourri ou pas en fait. Et donc ça permet notamment d'acheter des liens plus facilement. Et puis sur la stratégie de mots-clés, ils ont quelques features très chouettes, notamment une feature qui te permet d'identifier, tu vois, tu mets ton site, ensuite tu vas assez facilement avoir tous tes concurrents. Donc ils ont tout un système qui permet de faire en sorte que tu ne te retrouves pas concurrencé par Wikipédia, parce que ça n'a pas trop de sens. Donc vraiment tes concurrents qui font la même chose que toi, ou en tout cas qui se positionnent sur une bonne partie de mots-clés assez similaires. Et une fois que tu les as, tu les exportes dans un autre de leurs outils qui te permet de faire un comparatif entre les mots-clés que tu as toi, les mots-clés que tu as et que tes concurrents ont, et les mots-clés que tes concurrents ont mais que tu n'as pas. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont tout un système qui te permet aussi, tu vois, de dire, bah là, sur ce truc-là, il y a tu as 4 concurrents qui ont ces 70 mots-clés, mais toi, tu les as pas. Tu vois. Et donc là, tu dis, bon, c'est peut-être que ça sera intéressant que je fasse une petite page sur ces différents mots-clés, tu vois, ou une page par mot-clé, peu importe. Et voilà, c'est sympa. Enfin, c'est un très chouette outil, et l'avantage, c'est que c'est français et particulièrement taillé pour la francophonie. Donc, et puis, il y a une version gratos qui est déjà assez complète si jamais tu veux aller checker. C'est pas mal. Je vais jeter un œil. Cool.
Écoute, est-ce que tu as on va commencer à arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un livre que tu as lu qui t'a pas mal influencé sur le domaine de l'IA? Ou peut-être, tu sais, j'ai parlé avec pas mal de mecs qui me disent, bah moi maintenant, ma source, c'est YouTube. Donc, Ouais, alors franchement, tu sais que ce truc-là, ça c'est marrant parce que peut-être que tu m'avais prévenu dans ta petite préparation à l'épisode, mais je me suis toujours dit, putain, le jour où on va me poser cette question, je vais vraiment passer pour un con parce que je lis pas. Le seul livre que j'ai lu dans ma vie, c'est Harry Potter quand j'étais gosse et je les ai lus 8 fois chacun, mais vraiment, je ne lis pas. Ce qui est sans doute, ça serait sans doute chouette que je lise un peu plus, mais c'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai que je vais me défendre en disant que je consomme pas mal de podcasts pour le coup. Et j'écoute, tu vois, si je devais lire, ça serait sans doute au travers de livres audio, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de livres à te recommander. bon, écoute, je m'y colle alors. Je te recommande un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Suprématie, qui est exceptionnel. C'est un livre sur l'évolution parallèle entre DeepMind de chez Google et OpenAI, avec un focus sur Demis Hassabis, qui est le créateur de DeepMind, et Sam Altman. Et en fait, je crois que ça a été élu meilleur livre business 2024 par le FT. Et franchement, si tu veux voir un peu euh, l'histoire du démarrage de l'intelligence artificielle et comment on en est arrivé au point d'aujourd'hui, c'est vraiment très très sympa. Ok, trop bien. Bah, il faudrait que je vois s'il est en livre audio alors pour, pour expérimenter le truc. Ça marche. Écoute, très cool. Merci encore d'avoir accepté de participer à l'épisode. C'est vraiment sympa. Et ça nous permet, je pense aussi, d'un peu mieux nous préparer à ce qui nous attend, même si honnêtement, c'est hyper compliqué. Ça va tellement vite, en fait. Moi, dis-toi que je n'ai jamais ressenti ça. J'ai toujours été passionné de tester les nouveaux outils. Et en fait, je suis fatigué en ce moment. Je suis fatigué parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 outils dont j'ai jamais entendu parler tous les mois que j'ai envie d'essayer. Et j'arrive plus à suivre en fait le rythme Ouais, auquel les nouveaux outils sortent en ce moment. ça va super vite, ouais. C'est quelque chose. Ouais. Donc merci encore Arthur, très cool. Merci à toi, Michael, pour l'invitation. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas qu'on a une newsletter également qui vous envoie chaque semaine un résumé de l'actu, des médias, du SEO et de la monétisation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets un lien pour vous inscrire dans la description. À très vite Arthur. Salut!